Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. L'actualité cette semaine, mesdames et messieurs, lundi dernier, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Marine Le Pen, des eurodéputés FN, des assistants parlementaires et des cadres du parti dans l'affaire des assistants du Front National au Parlement européen. Le séisme politique, c'est la condamnation de Marine Le Pen à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, donc applicable immédiatement pour détournement de fonds publics. Cela veut dire que même si Marine Le Pen a fait appel, la peine d'inéligibilité s'applique quand même, ce qui pour l'instant la met hors jeu pour l'élection présidentielle de 2027. Revenons un petit peu sur cette affaire qui a été relativement peu couverte par les grands médias nationaux. Peut-être que beaucoup de gens qui ne suivent pas comme nous l'actualité politique sont tombés de leur siège lundi en apprenant que Marine Le Pen était au tribunal, alors qu'en réalité ça faisait plusieurs mois qu'elle y était. Elle a, parce que maintenant on peut le dire, il n'y a plus besoin d'utiliser le conditionnel, Marine Le Pen et le Rassemblement National, et le Front National à l'époque, ont détourné de l'argent public du Parlement européen. Le Parlement européen met à disposition des députés européens des fonds, de l'argent, des lignes de crédit, si je puis dire, pour payer des collaborateurs et des collaboratrices parlementaires, qui sont des assistants, qui accompagnent les députés européens dans l'exercice de leur fonction de députés européens. Marine Le Pen et le Rassemblement National ont détourné cet argent en n'employant pas les parlementaires, les assistants au Parlement européen, mais en les employant en France, pas au Parlement français, pardon, au siège du Front National et dans l'exercice des missions du parti politique Rassemblement National. Il est là le détournement de fonds publics, c'est bien de l'argent qui a été détourné de son usage prévu. On parle de 4 millions d'euros qui ont été détournés par Marine Le Pen. Et ce qui a été assez marquant dans les réquisitoires et dans la condamnation, c'est le caractère systématique. C'est pas un député européen qui a un peu merdé sur des déclarations d'une de ses collaboratrices. C'est un parti entier qui a organisé un système de détournement d'argent pour utiliser le pognon du Parlement européen pour le parti et non pas pour les fonctions du Parlement européen. Est-ce que c'était vraiment pour toi, Safia, une surprise pour Marine Le Pen, cette condamnation ? Alors, elle, je ne sais pas si elle était surprise. En tout cas, elle n'était pas contente parce qu'elle est partie avant le prononcé du verdict. Mais il y a un truc sur lequel je te rejoins, Jean, et qui est fondamental. Moi, je pense qu'en réalité, c'est à l'extérieur du RN qu'il y a eu un effet de choc et de surprise, je pense, plus qu'au RN. Quand on voit la réaction des personnes autour de nous, de la classe politique, de la classe médiatique, en fait, le traitement médiatique sur cette affaire-là a été tellement nul, c'est-à-dire qu'on en a tellement parlé que uniquement les jours, en fait, autour du verdict, qu'on a l'impression que les gens sont un peu tombés de leur chaise, mais pour des raisons quand même un peu spécifiques, et je pense qu'on y reviendra plus tard. On va évidemment parler tout au long de cette émission de cette affaire et surtout des conséquences qu'elle a, du débat qu'elle a créé, qu'elle est en train de créer et de son traitement médiatique. Mais est-ce que Marine Le Pen, c'est la première à être condamnée par la justice pour des détournements de fonds publics de ce type-là ? On en a déjà vu dans l'histoire de France. Oui. Ah, c'est une spécialité. Et puis voilà, il y avait quelqu'un dans le chat qui disait il faudrait parler au conditionnel parce que... Il y a eu l'appel. T'as dit il y a eu détournement. Donc oui, mais s'il y a conditionnel, il y a l'appel. Il faudrait arrêter peut-être un peu avec ça parce que le présumé innocent, ça veut dire que oui, dans les médias, on peut pas dire elle est coupable avant qu'il ait été prouvé qu'elle était coupable. Ceci dit, là, les preuves, elles sont quand même accablantes. Des mecs comme Odoul qui dit au bout de 4 mois oh bah faudrait peut-être que je rencontre mon député. Enfin, c'est plutôt clair qu'il n'avait jamais vu le député pour lequel ils avaient perçu des salaires d'assistants parlementaires. Enfin, les preuves, elles sont là. Puis elle a été condamnée. Là, elle a été condamnée en plus. Alors, elle était choquée. Donc moi, j'ai lu un peu au fur et à mesure, parce que c'est une vieille affaire, hein, vous la connaissez. Vous vous rappelez au débat de 2017 où Poutou disait moi, quand je suis convoqué par la police, eh ben, j'y vais. Moi, il n'y a pas d'immunité ouvrière. Tout ça, c'était parce qu'elle, en plus, depuis le début, elle ne répond pas aux convocations du juge. Elle va au procès, elle dit que c'est une justice politique. En fait, elle avait préparé ce qu'on entend là aujourd'hui. Elle l'avait dit même au procès. Elle avait dit oh là là, c'est de l'acharnement, de je sais pas quoi, vous voulez me faire tomber. Et les Français voient bien que, voilà, prendre le peuple à témoin contre les méchants juges. Et par contre, je pense qu'elle avait fait ça pour foutre la pression au juge et qu'elle a quand même été surprise de se manger l'inéligibilité. Certes, c'était sa défense. Parce qu'en plus elle est avocate, donc il paraît qu'elle était quand même relativement éloquente, même si on l'a vu plutôt se décomposer au fur et à mesure du procès, parce que c'était quand même mal barré. Mais elle n'était pas assurée que en fait, le truc de l'inéligibilité, je pense qu'on va y revenir un peu après. On va y revenir. C'était pas c'est automatique, mais il y aurait pu y avoir une dérogation. Oui.
Et elle pariait un peu là-dessus, elle a voulu foutre la pression au juge avant. Et par contre, une fois que c'est tombé, bon... Je précise effectivement que Marine Le Pen, comme c'est son droit, a interjeté appel, comme on dit, donc elle va être jugée en appel. Et le fait qu'elle fasse appel rétablit la présomption d'innocence. Donc techniquement, on va dire qu'elle est encore présumée innocente. Oui. Bon, si on parle au présent de l'indicatif et qu'elle nous poursuit en Depardieu justice... aussi, il est présumé innocent, mais enfin, tu vois... Oui, non, je sais, mais c'est juste que si elle nous poursuit en justice pour diffamation, je veux dire, on aura des billes. Mais monsieur le juge, je disais pas ça dans le vent non plus. Tu vois, bon, voilà, c'est un peu la subtilité du truc, mais effectivement, par précaution, moi, il faut que je fasse gaffe avec ça. Namou, toi, est-ce que tu as vu des réactions politiques qui t'ont surpris? Oui, du côté de la droite, Laurent Wauquiez, ça m'a surprise dans le sens où il était du côté de Marine Le Pen. En fait, il la soutenait. Laurent Wauquiez. Ouais. Le Laurent Wauquiez de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'aurais pas pensé... Enfin, pour moi, ils sont déjà dans la course pour 2027. Donc, forcément, tu apprends que l'une de tes adversaires quand même de taille, il y a beaucoup de candidats... dans la droite extrême à l'extrême droite, qui disent qu'ils vont se présenter. Et donc, t'apprends quand même que la favorite est hors jeu. Normalement, tu devrais plutôt être content et te dire, ça y est, une candidate en moins. Mais c'est vrai que là, j'étais un peu en mode, OK, donc... Il y a une explication. J'imagine. C'est les 11 millions d'électeurs qu'il espère pouvoir... Et Laurent Wauquiez va sans doute pas convaincre des gens de gauche de voter pour lui. Non, Par contre, ça c'est sûr. essayer de ramener des gens du RN vers lui. Ouais. Donc là, il faut commencer par pas taper sur Le Pen et montrer aux électeurs de l'extrême droite qu'ils partagent leur peine. Mais sans forcément taper sur Le Pen, je m'attendais pas du tout à une réaction. Enfin, il aurait pu juste ne rien dire, quoi. Enfin, sachant que, on ne leur demande pas d'avoir une réaction... à ce genre de condamnation judiciaire, et ils l'ont tous fait de manière très très politique en disant que ce n'est pas une condamnation judiciaire mais une condamnation politique, et que c'était un procès politique avant tout, et c'est désastreux. On va avoir l'occasion de revenir sur les réactions que ça a suscité et les débats que ça provoque, mais avant ça, on va essayer de revenir un petit peu sur les faits d'ordre juridique. Et pour ça, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un juriste qui va venir nous éclairer. Un tonnerre d'applaudissements pour Thibaut Mullier, mesdames et messieurs. Salut Thibaut. Salut. Merci d'être avec nous. On est content de te retrouver dans les grandes occasions. Toujours un plaisir. Toujours des grands moments. Thibaut, tu es constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Paris-Nanterre. On a tout juste commencé à discuter de cette peine d'inéligibilité dont a écopé Marine Le Pen lundi. Est-ce qu'on peut revenir avec toi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, cette peine d'inéligibilité? Ça fait longtemps que ça existe dans notre code pénal, ou c'est un truc récent, ou c'est souvent, c'est quoi? Alors, la peine d'inéligibilité s'inscrit dans une problématique très ancienne de la probité des élus, des représentants de manière générale. Elle existe depuis la période révolutionnaire, et notamment le code pénal de 1791. Sur la peine d'inéligibilité, en France, c'est plus récent, ça a quelques décennies, et c'est l'idée selon laquelle, en réaction aussi à des crises, ou en tout cas des scandales, c'est l'idée selon laquelle la probité, l'exemplarité des gouvernants implique que, s'ils vicient le jeu démocratique, ils devront en payer le prix, en quelque sorte, par une peine d'inéligibilité, qui est une peine complémentaire et qui donc s'adosse à une peine principale. Et encore une fois, il est question de détournement de fonds publics. Ouais. La présentation t'a dit et surtout peine d'inéligibilité. Parce que c'est ce dont on parle le plus, mais médiatiquement, incontestablement. Mais on est quand même sur quelqu'un qui détourne des fonds publics. C'est pas la première. On embrasse Alain Juppé, mais toujours est-il que c'est quelque chose d'assez important, et le côté inédit, c'est l'ampleur effectivement de la peine d'inéligibilité avec la question de l'exécution provisoire. Donc non, c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est pas quelque chose qui est dirigé uniquement contre Madame Le Pen ou on se souvient qu'Alain Juppé s'était exilé au Canada en se disant, je peux plus me faire élire, donc je vais ou aller le père Le Pen. Le père Le Pen aussi, en 98, c'était une affaire de famille. Mais non, c'est quelque chose qui
qui n'est pas nouveau. La nouveauté ou la relative nouveauté, mais ça ne la concernait pas, c'est le caractère obligatoire, dans le cadre de certaines sanctions pénales, le caractère obligatoire désormais de la peine d'inéligibilité à partir des lois Sapin II, puis de la loi sur la confiance dans la vie politique. Mais le tribunal correctionnel, lundi, indique dans son jugement que les faits n'étaient pas concernés par l'application de cette loi Sapin II. Et donc c'était l'ancien régime juridique qui s'appliquait, la loi de 2013, sauf erreur de ma part. Oui, parce que les délits n'ont pas été commis sous le régime de la loi Sapin II, c'était antérieur. Il y avait une discussion là-dessus et le tribunal correctionnel a tranché, je crois, le parquet n'avait pas la même vision des choses. Et la conclusion, c'est qu'on a une peine d'inéligibilité qui n'était pas obligatoire, et donc il fallait dûment justifier, et il y a une justification qui a été produite par les juges. Il y a un truc aussi qui est important avec cette peine, c'est que je vous rappelle que si vous êtes condamné par un tribunal, vous avez le droit, et toute personne et tout citoyen a le droit de faire appel, et quand on fait appel, on suspend la peine qui vous a été éventuellement collée en première instance, sauf si le juge de première instance décide d'appliquer à certaines de ces peines ce qu'on appelle une exécution provisoire ou exécution immédiate. Ça aussi, je voulais te demander, ça vient d'où ce mécanisme-là? Ça aussi, ça existe depuis longtemps. Alors ça, oui, c'est pas quelque chose qui est propre au droit électoral. C'est quelque chose qui peut être... qui s'entend en fait sur beaucoup de choses. Par exemple, l'exercice d'une activité professionnelle peut conduire à une exécution provisoire alors que vous avez interjeté appel et donc il y a un effet suspensif sur la peine. Pour ce qui est de l'exécution provisoire, concernant les peines d'inéligibilité, bon, il y a plusieurs éléments. Il y a la crainte de la récidive. Et encore une fois, c'est dans un contexte. Finalement, le législateur fait peser la charge sur les juridictions d'assurer que les personnels politiques, étant donné qu'ils occupent une fonction assez particulière, doivent avoir un comportement exemplaire, avec une probité inégalable, dirons-nous. Et de fait, il y a cette logique, ils ont adossé la logique de l'exécution provisoire. Mais il y a aussi des éléments qui sont liés des choses qui peuvent être liées à la problématique de l'efficacité de la peine. De manière générale, on dit ça à nos étudiants, c'est bien beau d'avoir des règles de droit, de les sanctionner par une décision de justice, donc quand il y a une violation de la règle, mais s'il n'y a pas à côté de la sanction, il n'y a pas une peine qui lui est adossée, le caractère dissuasif de la sanction peut se poser. Or, dans le cas des responsables politiques, et en particulier pour le cas de Marine Le Pen, c'est là où on peut discuter le jugement du tribunal correctionnel, mais on anticipe une possible élection et il y a des règles d'inviolabilité qui feraient que si Madame Le Pen était élue présidente, voire réélue, pour donc une durée de 10 ans, si elle va au terme de ses 2 mandats, s'il y avait un effet suspensif à chaque fois qu'elle interjetait appel ou ensuite qu'elle se pourvoit en cassation, elle commencerait à exécuter sa peine après ce mandat, la réalisation de son mandat. Ce qui rend la peine peu efficace, parce que ce qui caractérise les ordres juridiques, les systèmes juridiques de tout État, c'est de s'assurer de l'efficacité des sanctions rendues pour en fait dissuader. Et l'ordre juridique, c'est un ordre de contrainte, et donc il faut s'assurer que la contrainte est une efficacité. Depuis lundi, je reçois énormément de questions dans le chat, certaines très techniques, notamment, beaucoup de gens sont surpris que Marine Le Pen puisse rester députée, alors qu'elle vient d'être jugée inéligible. Oui, alors ça, c'est loin d'être un petit problème, parce que de manière générale, pour ce qui est des mandats locaux, c'est d'ailleurs pour ça que Louis Alliot est concerné par une non-exécution provisoire, c'est le cas de le dire. Pour les mandats locaux, la législation a prévu un dispositif que quand vous êtes déclaré inéligible, s'il y a exécution provisoire, on ajoute à cela une démission d'office décidée par le représentant de l'État, donc en l'occurrence le préfet. Il n'y a pas de symétrie qui est faite pour un mandat national, à la suite de jurisprudence du Conseil constitutionnel très critiquée en doctrine. Certains n'hésitent pas à dire que c'est contre en doctrine, ça veut dire par toi, ça veut dire par les universitaires. Oui, par les universitaires. Non, pas moi en particulier, mais j'étais en première année de droit pour la première décision. C'était la décision sur
Monsieur Floss, et ensuite sur Monsieur Guérini, où le Conseil constitutionnel estime que non, il n'y a pas de démission d'office tant que la décision du juge n'est pas définitive, donc elle reste députée en l'espèce, et il n'y a rien d'anormal, entre guillemets, si ce n'est critiquer le Conseil constitutionnel, on embrasse Alain Juppé à nouveau, et parce que le Conseil constitutionnel rend des décisions de justice qui ont une autorité de chose jugée et qui s'impose à l'ensemble des juridictions et des pouvoirs publics. Usul. Oui, il y a le verdict, on va en parler sans doute après avec Fabrice Arfi. Les réquisitions contre Sarkozy ont demandé 7 ans. Là, pareil aussi, on en a beaucoup entendu parler. Inéligibilité de prison Non, de prison. de prison, parce que en disant que, mine de rien, ça avait aussi valeur d'exemple. Mais moi, je connais rien en droit, hein, donc c'est dit qu'en droit... Les jugements doivent avoir aussi valeur d'exemple et être dissuasifs. C'est un peu ce qui avait été dit pour Sarkozy. Il faut lui mettre 7 ans parce qu'il faut que les politiques comprennent qu'on ne fait pas ça. En l'occurrence, Sarkozy, on parle d'une corruption à grande échelle avec une dictature où le mec était prêt à leur filer le nucléaire. Enfin, un truc complètement abracadabantesque. Et il faudrait dissuader les suivants. Et c'est une des... C'est normal de dire qu'un jugement doit être là pour faire l'exemple. Alors pour faire l'exemple, moi je ne retiendrai pas cette formule parce que ça va alimenter des fantasmes, mais la question, je crois qu'elle renvoie à la problématique de est-ce que la justice est politique ? Ouais. Et en réalité, mais il faut du temps, et dans le champ médiatique actuellement, on constate depuis lundi qu'on n'a pas ce temps-là. Mais oui, la justice est politique si on se met d'accord sur de quoi il est question derrière. C'est-à-dire qu'elle doit faire appliquer des lois adoptées par le politique. Elle n'est pas politique dans le sens où elle n'a pas vocation à être partisane. Pas partisane, ouais. Ça ne veut pas dire que les juges, lorsqu'ils statuent, ils n'ont pas des biais, même l'humeur peut jouer sur le jugement, mais on est dans un état de droit désormais assez robuste, et donc on est dans une situation où des règles formelles et procédurales, la collégialité, le secret du délibéré, ce genre de choses, même les voies de recours, eh bien, permettent de compenser les faiblesses de tout un chacun. Mais pour ce qui est d'appliquer des règles de droit, et notamment des règles adoptées par le politique, eh bien là, il y a une dimension politique. En fait, le juge est là va être amené à interpréter les règles de droit, et donc nécessairement, eh bien, il peut envisager un sens ou comprendre, appliquer une règle de droit à une situation factuelle dans un sens, alors qu'une autre formation de jugement le ferait. D'où l'intérêt des voies de droit. Mais là, en plus de cela, pas une question d'exemple, mais en tous les cas, on lit dans le jugement du tribunal correctionnel qu'il doit y avoir un effet dissuasif. Mais pour les suivants, mais en premier lieu, il y a un effet utile des décisions de justice, c'est-à-dire que ça doit concerner positivement ou négativement les personnes qui sont sous le coup de la justice. Et là, en l'espèce, eh bien, c'est quand même le législateur, par les législations successives adoptées, qui fait peser sur le juge cette charge en disant, bah oui, en fait, on veut ce caractère dissuasif, il est déjà voulu par le travail du législateur. Et ensuite, eh bien, le juge, dans l'application de la loi, le retranscrit. Mais encore une fois, le juge applique à des cas concrets des règles de portée plus générale, plus abstraites, qui ont vocation à ne pas concerner que Madame Le Pen. Donc c'est le gros défaut depuis 3 jours, c'est de personnaliser le contentieux. Mais de fait, quand vous concrétisez la norme, quand vous l'appliquez à une situation factuelle, vous l'interprétez, vous retenez un sens plutôt qu'un autre, nécessairement vous prêtez le flanc à la critique. Ça, c'est pas grave. C'est le jeu de critiquer une décision de justice du moment que c'est fait de façon étayée. Et le problème, c'est que on va en parler aussi, mais effectivement, c'est la fameuse maxime, si vous n'êtes pas content d'une décision de justice, c'est la règle qu'il faut changer, pas le juge. Absolument. Voilà. Et en l'occurrence, il se trouve que Gérard Larcher et d'autres ont dit publiquement qu'ils étaient favorables à une évolution législative sur ce point-là, spécifiquement de l'exécution provisoire des peines d'éligibilité. Moi, ma réponse est très bien. Ils ont le droit de le dire. Je ne suis pas d'accord avec eux. Si j'étais député, je voterais contre. Mais ils ont le droit de dire, bon, la loi nous convient pas, on veut la changer. Ben, vous êtes des parlementaires, c'est votre job, donc lancez un débat. En tout cas, constitutionnellement, ils pourront. Politiquement, ça me paraît périlleux. Quand il y avait les débats sur la loi Sapin 2 ou la loi de 2017, finalement, l'inéligibilité automatique et la question de l'exécution provisoire, il y a eu des oppositions, mais en fait... il y avait un certain nombre de parlementaires qui ne s'y opposaient pas parce qu'il y a
ça peut être coûteux politiquement, surtout dans un pays qui réagit pas si négativement au regard des premiers sondages sur la peine, et qui, on est quand même assez... Enfin, on est le pays de l'abolition des privilèges, donc on a toujours un peu... Non, mais tu peux rappeler aussi que les lois Sapin 2 et les lois sur la transparence de la vie publique ont été votées après l'affaire Cahuzac. Oui, en plus, en réaction... on peut taper sur un socialiste, il y en a qui n'hésitaient pas et qui rajoutaient des amendements pour que ça aille encore plus fort. Donc, bon, là, c'est con, c'est à Marine Le Pen que ça s'applique. Mais à la base, c'était pensé pour Jérôme Cahuzac. C'est un mouvement qui date de plus longtemps. Bien sûr. Oui, on 90. Oui, on est un pays très en retard par rapport à d'autres standards européens. Et en plus, on va pas vite. Voilà, on va pas très vite sur la probité. On va vraiment pas vite. Ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé. Et là, Emmanuel Macron... On recule. Et alors là, Ciotti ou Bayrou, je sais pas qui. Il y avait une tribune de Vincent Cizère, qui est à Nanterre, donc c'est quelqu'un de très bien, mais qui est à titre principal magistrat, et qui disait que finalement cette réaction, c'était quand même une sorte de réaction hostile de la part du Front National. Et bien, c'était une réaction qui montrait une non-acceptation que les gouvernants, au sens large, pas que l'exécutif, les gouvernants, au nom du principe d'égalité devant la loi, devaient subir les mêmes peines, et ils n'acceptent pas ça, force est de constater. Et donc ce projet de Ciotti, la proposition de loi de Ciotti de mettre un terme à l'exécution provisoire, je ne crois pas à l'inéligibilité, j'ai pas vu mais juste à l'exécution provisoire, c'est dire aussi, ça montre quand même, ça alimente, ça peut être utilisé d'ailleurs par d'autres responsables politiques, comme ça alimente le fait que c'est une petite caste, finalement, les gouvernants. Et finalement, les défenseurs du peuple sont bien dans le système. C'est bien pour ça que je dis que c'est bien pour ça que j'ai dit que je suis pas d'accord avec ça. S'ils veulent en débattre, débattez-en, mais il faut avoir le courage d'en débattre. C'est-à-dire devant des caméras, vous allez dire aux Français qu'à partir de maintenant, on va se protéger les. Faites ce que vous voulez, les gars, mais c'est exactement ce que vous allez faire. Bon, vous écoutez, vous en paierez le prix politiquement. Namou. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, sur le fait que les gouvernants n'acceptent pas, il y a eu beaucoup de réactions qui ont un peu discrédité cette décision de justice. Qu'est-ce qui risque concrètement? Est-ce que c'est interdit par la loi de faire ça, ou est-ce que... Alors oui, c'est open bar. Non, c'est pas open bar, mais oui, parce que en gros, il y a Astrid de Vilaine dire avant, je tendais mon micro à n'importe quel député il y a 10 ans, il me disait je ne commente pas une décision de justice. Exactement. Alors, maintenant, ils y vont largement, mais est-ce qu'il y a une interdiction ou est-ce que c'était de l'autocensure pour dans le alors. Il y a une règle de portée constitutionnelle, c'est le principe de séparation des pouvoirs, qui en réalité pèse quand même plus sur l'exécutif que sur les parlementaires, ce qui montre, avec beaucoup de précautions pour certains et un peu moins pour d'autres, je pense à Gérald Darmanin et François Bayrou, le fait qu'on ne commande pas, on ne donne pas son avis, mais à titre personnel, on aimerait que, etc. etc. Bayrou disait en tant que citoyen. En tant que citoyen, mais c'est presque pas le pire dans une certaine mesure. Moi, ce qui m'inquiète, c'est Emmanuel Macron qui fait passer un off du Conseil des ministres. C'est assez léger quand vous êtes le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et Gérald Darmanin, qui est quand même celui qui défend les magistrats, qui dit à titre personnel, j'aimerais que l'appel soit audiencé dans un délai raisonnable. Ça alimente... Alors, je voulais t'interroger là-dessus, effectivement. Mais je réponds juste sur ça. Oui, il y a une disposition dans le code pénal qui pénalise le fait de critiquer des décisions de justice, mais il y a critique et critique. C'est-à-dire que le législateur précise bien que quand c'est critiqué de façon étayée, dans le cadre d'un débat, ça ne pose pas de difficulté. C'est quand on dénigre la justice. Et ça, c'est très intéressant. Et hier, dans ce soir, il y avait Jérôme Sainte-Marie. C'était très intéressant parce qu'il dit non, mais nous, on respecte les magistrats, patati et patata. Mais dans le même temps, il vous dit, alors c'est pas lui, mais les juges rouges, mais c'est dans son camp, ou un attentat, ou des propos qui, eux, sont diffamatoires, entre guillemets, envers la justice. Je voulais t'interroger là-dessus aussi parce que ça a fait soulever des sourcils. Marine Le Pen a donc été condamnée en première instance. Elle est inéligible pour 5 ans. Elle a fait appel. Mais tout le monde s'interroge sur la date de cette audience d'appel. Quand est-ce qu'elle pourra être jugée en appel? Est-ce que ce sera avant ou après l'élection présidentielle de 2027 ? Le gouvernement a fait savoir, et pas seulement, parce qu'il y a aussi le président de la Cour d'appel de Paris, a fait savoir qu'il souhaitait un audiencement, comme on dit, c'est-à-dire donc l'inscription d'une date dans le calendrier la plus rapide possible, avant fin 2026, pour juger Marine Le Pen. Est-ce que c'est un traitement de faveur dont bénéficie Marine Le Pen, ou est-ce que c'est normal, ça fait partie des choses aussi, ça peut arriver? Alors,
C'est pas une science exacte et d'ailleurs, l'exécution provisoire, c'est aussi un aveu de faiblesse du législateur que la justice est trop lente pour être rendue, donc elle manque de moyens, donc on prévoit l'exécution provisoire. Bon, parenthèse. Mais dans le jugement du tribunal correctionnel, on voit qu'on anticipe un appel avec une décision d'ici 1 à 2 ans, ce qui était 1 an, ça passe, 2 ans, c'est merci d'être passé. Donc voilà. Et bon, les délais moyens sont plutôt d'audiencement à la Cour d'appel de Paris de 18 à 24 mois. Mais il est vrai, notamment, il y a un collègue, Romain Rambaud, qui a fait un papier là-dessus, sauf erreur de ma part, et qui rappelle que là, on est sur du droit pénal électoral. Donc c'est quelque chose d'assez sensible vis-à-vis de l'article 3 de la Constitution sur la souveraineté nationale appartient au peuple, et aussi sur les principes constitutionnels de liberté de l'électeur et la liberté à être élu comme corollaire. Un audiencement plus rapide s'entend. Après, donc traitement de faveur, non, je ne crois pas qu'il faille tomber là-dedans, mais oui, ça peut poser des questions, parce qu'on peut penser que, de manière générale, d'autres n'auraient pas des délais aussi brefs. Mais c'est plutôt au regard de la spécificité de la matière, c'est-à-dire du droit pénal électoral, qu'on peut expliquer cela, mais il y a sans doute des pressions. Enfin, les juridictions ne sont pas hermétiques aux pressions, mais elles ne sont pas hermétiques aux pressions d'une part, mais elles sont aussi assez hermétiques. On voit, le jugement, c'est 150 pages, c'est 10 ans de procédure, et à la fin, le résultat, il est quand même... On peut le discuter, encore une fois, l'interprétation. Mais le résultat, il est étayé. Et oui, parce que ce qui est possible aussi, c'est que dans 1 an, ce soit à peu près le même résultat. Ou pire. Oui. Et voilà, la loi de 2013, ça peut monter jusqu'à 10 ans. Hein. Ouais. L'Empire... Enfin, s'ils ont la... Quand vous interjetez appel, c'est un 2e degré de juridiction, on restatue quasiment sur l'intégralité. Ouais, parce que là, un an au régime dans lequel elle nous fout là de pression, où elle fait monter la température contre les juges, etc. 1 an de ça, et après elle se fait juger par des juges. Ouais, ça va la desservir. Et voilà, elle peut prendre plus cher, quoi. Elle peut prendre plus cher, et l'Empire, pour la question de l'infraction pénale, le détournement de fonds publics, parce qu'ils sous-entendent qu'ils n'ont pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, ce qui est rigoureusement exact. Ouais. Mais il y a quand même une infraction qu'on appelle détournement de fonds publics, mais peu importe. La peine d'inéligibilité peut monter jusqu'à 10 ans. Et on voit bien quand même, au nom du principe d'individualisation de la peine, dans tous les prévenus, enfin dans tous les condamnés, mais je ne sais pas qui exactement a interjeté appel, on voit une progressivité dans la peine qui pourrait très bien, parce que la cour d'appel repart un peu de zéro, c'est excessif, très excessif de dire ça, il pourrait y avoir une peine plus grave. Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui disait l'appel est souvent plus doux que la... Non, il y a pas souvent plus. C'est pas vrai. Parfois oui. Ça peut arriver. Pour la maire de Montauban, il y a une relaxe par exemple. Elle était inéligible avec exécution provisoire. C'est pour ça d'ailleurs que le RN met beaucoup en affaire la peine de Montauban, la maire de Montauban qui a été condamnée en première instance à l'inéligibilité avec exécution provisoire et qui a finalement été relaxée en appel, prouvant bien que la justice a été politique selon le RN. La justice peut être bien quand elle va dans leur sens, quoi. Toujours, c'est la règle. Étonnant. Safia. Oui, non, en fait, vous m'avez un peu mangé ma question, donc je suis en train de réfléchir en même temps, mais je pense qu'il fallait préciser que, alors il me semble qu'à l'année 2023, il y a eu 16 000 condamnations avec inéligibilité, et l'inéligibilité, ça ne concerne pas uniquement les justiciables qui ont un mandat d'élu. On peut ne pas être élu et avoir une sanction d'inéligibilité. Et ça me faisait penser que du coup, j'ai l'impression que c'est l'exécution provisoire qui a mis un peu en espèce d'état de choc, en tout cas dans la classe politique et médiatique. Et moi, je voulais savoir justement, est-ce qu'au-delà de la position de constitutionnaliste, comment tu te positionnes par rapport à cette exécution provisoire? Est-ce que tu te dis c'est l'effet dissuasif, faut le faire, comme les petits smiles. Non, ça va. Tout de même. Non, l'exécution provisoire, c'est une dérogation au principe. Dès lors qu'il y a un effet, dès lors que la peine n'est pas définitive, vous ne pouvez pas subir l'exécution d'une peine. Donc là, c'est quelque chose de dérogatoire. Mais bon, on apprend à nos étudiants quand ils rentrent dans les facs de droit. Bonjour, il y a le principe, voici les exceptions, et vous en avez pour 5 ans. Donc, il n'y a rien de... moi, je ne suis pas pénaliste, mais c'est pas la chose la plus étonnante. Ensuite,
la question derrière que tu poses, je crois, enfin en tout cas moi je l'interprète comme tel, c'est le rapport entre démocratie et application d'une règle de droit, état de droit si on utilise les grands mots. Et est-ce que là, eh bien l'exécution provisoire, elle met en péril l'exercice normal du jeu démocratique? Et donc toutes les références à la liberté de l'électeur, etc. Moi, à titre personnel, comme dirait Gérald Darmanin, sauf que je suis pas garde des Sceaux, donc je peux me permettre, à titre personnel, ça me choque pas. Mais ça peut être dur à entendre ce que je vais dire, c'est que parler de la liberté de l'électeur, avec en toile de fond la souveraineté du peuple, et donc vous êtes... la souveraineté, c'est une puissance absolue, le point de géométrie qui ne peut pas être divisé. Enfin, c'est cette idée un peu mythifiée, mais qui renvoie à 4 ou 5 siècles de littérature sur le souverain peut tout faire et est tout puissant. Ça induit en erreur, en réalité. L'électeur n'est pas libre, déjà parce qu'il ne peut pas voter avant 18 ans, par exemple, mais l'électeur n'est pas libre parce que, complètement, hein, parce que dans une certaine mesure, de manière générale, en réalité, au sens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté n'est pas absolue. Donc ça, c'est un premier point. Pourquoi on appliquerait un absolu à la liberté de l'électeur? Le second point, c'est que oui, on peut entendre l'argument que ça porte atteinte au jeu démocratique. Mais est-ce que vous pouvez permettre à des personnes qui ont fauté, qui ont vicié le jeu démocratique, et c'est le cas en l'espèce, en tout cas c'est la décision du juge qui a été rendue, et à titre personnel je la comprends, eh bien vous ne pouvez pas bénéficier d'une totale liberté parce que vous avez quelqu'un qui va être empêché, du fait qu'il ait fauté, qui va être empêché de se présenter parce que précisément, c'est même pas une question de probité et d'exemplarité, même si c'est important, mais parce que précisément, il a vicié le jeu démocratique. Et donc, la liberté de l'électeur, il faut la relativiser. Vous n'êtes pas libre puisque vous êtes dépendant d'une offre électorale et que cette offre électorale, elle est dépendante d'un encadrement juridique et un encadrement juridique qui est voulu par les représentants du souverain. Si vous voulez appliquer une démocratie et la souveraineté au-dessus de tout, il faut plus de droit électoral. Ouais. Ou que des règles formelles d'organisation d'un scrutin. C'est assez important ce que tu dis parce que c'est un petit peu au cœur du débat aussi. C'est justement sur cette question de, à partir du moment où on est élu du peuple, est-ce qu'on peut nous reprocher quoi que ce soit? Après tout, en démocratie, le peuple, je le représente, donc qu'est-ce que c'est que ces juges qui viennent me juger, qui sont ces journalistes qui viennent m'interroger, la République c'est moi. Il y a un certain nombre de manières de se considérer en tant que porte-parole du peuple qui te rend inattaquable par le droit à la justice et qui du coup rend politique absolument toute attaque contre toi. Ce qui met quand même au défi le principe d'égalité constitutionnelle, d'égalité devant la loi, mais c'est quelque chose qui aussi s'inscrit dans une vision mythifiée. On peut les critiquer, mais une vision mythifiée que le représentant, n'étant pas astreint à un mandat impératif, eh bien, n'a pas de compte à rendre. Mais n'a pas de compte à rendre, en réalité, sur les actes pris dans le cadre de l'exercice de sa fonction politique. Mais il doit quand même respecter les lois. Il doit respecter les lois, et les lois sur des actes qui ne sont pas en rapport avec l'exécution de leurs fonctions, fussent-elles honorables, de représentants au sein de l'Assemblée, du Sénat, que sais-je, ou du Parlement européen. Donc il y a quand même cette problématique-là. Et ensuite, mais ça c'est plus une interprétation personnelle, c'est que vous avez un législateur qui réagit toujours à chaud, donc soit après l'affaire Cahuzac, soit là en l'espèce en réaction à l'affaire Le Pen, mais vous avez un personnel politique qui n'est pas du tout acculturé à rendre des comptes. Et donc par voie de conséquence, vous estimez que le seul juge de paix, c'est le peuple. Ouais. Encore faut-il le trouver, mais non, en réalité, il y a une confusion, ça fait longtemps qu'on la voit, entre légitimité et légalité. Ce n'est pas parce que vous êtes légitime, parce que vous pouvez être relégitimé par un suffrage, que vous êtes absous de tout... de toute contrainte, ou en tout cas, si vous commettez une illégalité, c'est pas grave, le peuple a dit c'est bon. Ça marche pas comme ça. Et pour préserver le cadre démocratique, je ne crois pas qu'il faut se diriger sur cette question-là. Safia ? Ouais, moi je voulais rebondir. Je pense que c'est extrêmement intéressant de s'attarder sur ce sujet-là et d'entendre ce que tu dis, parce que
je veux dire, il y a eu dans la mêlée médiatique, au-delà du fait qu'on a parlé de gouvernement des juges, il faut aussi s'attarder un peu sur les statistiques de comment a été reçue aussi la condamnation de Marine Le Pen. Et en vrai, il y a toute une partie importante aujourd'hui de personnes qui habitent en France qui le reçoivent plutôt bien parce qu'en fait, on a un gap souvent entre un peuple, une population qui, aujourd'hui, contrairement à des pays nordiques, etc., où ils ont une autre culture de la politique, quand nous, on pose la question des condamnations ou d'une éventuelle justice à deux vitesses, hop, on vient nous prendre en disant, en fait, là, vous êtes en train de moraliser les élus. Il y a un peu un truc d'immunité. Vous moralisez la vie des élus, attendez, c'est des choses différentes. Et donc, vous nous parlez d'égalité devant la loi, en fait, d'égalité entre les justiciables. Et effectivement, quand on prend un peu des lunettes sociologiques, il y a beaucoup de travaux qui montrent que l'exécution immédiate, la détention provisoire, quand même, les amis, il y a des milliers de personnes en France qui aujourd'hui sont privées de droits, sont en prison dans l'attente d'un procès. Le procès n'a pas encore eu lieu. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a souvent des condamnations d'élus avec des peines aménagées, où je veux dire, il y a une attente, un prolongement d'une exécution des peines. Et en cela, je pense que c'est important de poser ce mot et cette vision sur il y a le principe, mais il y a l'effet d'une justice à deux vitesses. Mais concernant Marine Le Pen et cette exécution provisoire qui vient donner un effet d'immédiateté à l'inéligibilité, est-ce que tu penses que c'est, parce que je ne connais pas la jurisprudence en la matière, c'est un renouveau dans la jurisprudence et que c'est pour ça que ça mettrait mal à l'aise la classe politique? Est-ce que c'est si nouveau que ça ou pas? Un renouveau, c'est-à-dire est-ce que, je sais pas, dans la jurisprudence en termes de, on va dire, la délinquance à col blanc, on est sur l'une des rares fois où il y a eu une exécution provisoire de l'inéligibilité? Enfin, c'est pas non plus la norme, surtout que vous êtes quand même on est quand même dans un pays où il y a 36 000 communes, donc il y a beaucoup de conseillers municipaux, donc il y a beaucoup d'élus locaux de manière générale. Mais non, c'est pas une nouveauté. Par exemple, il y avait alors j'ai oublié son nom, mais dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, il y avait un député qui avait une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire dans le cadre d'une escroquerie. Enfin, c'était un truc assez costaud. Et d'ailleurs, la justification, la chambre criminelle de la Cour de cassation, et j'espère que les avocats, si elle n'a pas changé d'avocat, Marine Le Pen, liront cette décision, eh bien, la principale critique qui est faite par la Chambre criminelle, c'est le manque d'introspection du prévenu. Et là, Marine Le Pen, c'est un peu la même chose. Mais non, il y a, au niveau local, il y a eu plusieurs cas d'exécution provisoire. C'est pas en fait... c'est la Ve République et en plus, au fond, c'est l'élection présidentielle. Donc il y a une tendance à personnaliser. Mais même s'il y a un caractère inédit, précisément parce que c'est quelqu'un qui pèse 12-13 millions de voix, potentiellement, eh bien, forcément, il y a un caractère inédit. Mais il y a aussi la nécessité d'inscrire la peine d'inéligibilité et l'exécution provisoire dans une explication et dans un temps un peu plus long, la probité, l'exemplarité et le fait que de l'efficacité de la peine, la crainte de la récidive, mais il y a aussi la nécessité un peu de banaliser, entre guillemets, le cas Le Pen, c'est qu'elle n'est pas la seule concernée. Et donc, ce n'est pas une décision qui est contre elle. Qui est contre elle parce qu'elle s'appelle Marine Le Pen. Mais et parce qui résonne parce qu'on est dans le cadre de la Ve République. Mais qui résonne beaucoup. Et puis bon, l'extrême droite, mais de manière générale, c'est une bonne partie du champ politique, c'est quand même génération un peu ouin-ouin. C'est-à-dire, nous, on donne notre vie au peuple et il n'y a pas un retour sur investissement. C'est très transactionnel comme in fine. Et puis, vous avez quand même... ça, c'est très propre aux populistes et encore plus à l'extrême droite de Marine Le Pen. Mais c'est cette logique qu'on prive le peuple d'eux. Mais en réalité, quand vous lisez, ça, j'ai trouvé ça plutôt malin, dans le jugement du tribunal correctionnel, on constate qu'il y a un développement sur la justice est rendue au nom du peuple français. Et la formation de jugement rappelle, en précisant toute l'humilité qu'une formation de jugement de première instance doit avoir. Et bien qu'il y a une référence au peuple français par Marine Le Pen, mais c'est 12-13 millions d'électeurs. Qu'est-ce qu'on fait du reste ?
Non, il y en a d'autres. Merci de le rappeler, il y en a d'autres. Il y a des sens, tout le monde peut dire c'est lui le peuple, c'est pour moi, etc. Ouais, Jules. Plus moi, moi, je me demandais par rapport, tu parlais de pédagogie. Là, c'est vrai que là où elle est forte, Le Pen, et là où les médias ont suivi assez docilement, c'est d'attirer l'attention sur la peine et sur cette peine d'éligibilité. Et c'est pareil pour Sarkozy, quand il y a les réquisitions, c'est de ça dont on parle. Et on parle très peu du procès au long cours. Il y a des procès dont on parle tous les jours. Gérard Depardieu, tous les jours, il y avait un petit sujet parce qu'il y avait des comédiens qui parlaient. Donc là, ça intéressait les médias, ils allaient voir. Et tous les jours dans le JT ou à C'est à vous, on parlait de où on en est avec le procès Depardieu. Aujourd'hui, un tel est allé à la barre. Aujourd'hui, c'était le jour de ça. Est-ce que ça a été fait correctement pendant les procès Le Pen? Pas tellement. Pendant le procès Sarkozy, un peu pareil. Et Dupond-Moretti avait voulu qu'on puisse commencer à introduire de temps en temps des caméras lors des procès. Est-ce que ce serait pas une manière de faire comprendre un peu mieux aux gens, de donner à voir aux gens la justice qui se fait, plutôt que de la foutre après derrière avec une sanction? Bah regardez, il y a une sanction et eux, ils n'ont pas compris le procès, ils n'ont pas suivi le procès. Et parfois, on leur a même pas bien parlé du procès. Donc, est-ce que c'est une piste? C'est quoi qu'il a introduit d'ailleurs Dupond-Moretti exactement? Parce que ça, je peux pas te répondre, mais oui, j'ai entendu Magali Lafourcade hier qui en parlait aussi. Moi, je l'ai vu à la télé, j'ai vu qu'il y avait un truc. Mais oui, il y a des réflexions, mais je suis pas assez spécialiste sur pour mieux comprendre la justice, il faut la rendre visible. Voilà. Alors ce serait peut-être pas tout le procès, on pourrait dire un petit peu. Mais voilà, est-ce que tu penses que c'est une piste, ça? Oui, c'est compris pour faire mieux accepter une piste, mais c'est une piste, mais il faut du temps pour s'y intéresser. Et je pense que, c'est pas inutile. C'est pas inutile parce que la justice est publique et sauf huis clos, elle a vocation, elle est accessible en réalité. Vous pouvez y aller, je rappelle toujours, vous pouvez aller au tribunal. Vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Nous, en deuxième année, on envoie tous nos L2, ils doivent aller dans l'une des juridictions qui sont partenaires de l'université Paris-Nanterre. Mais donc c'est intéressant, oui. Je crois qu'il y a deux problèmes qui pourraient un peu plus le corriger. Un premier qui s'est prêché pour ma paroisse, je me cache pas, c'est qu'on a un manque de maîtrise ou de culture juridique et c'est coûteux. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est très sympathique, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Et peut-être qu'il faut l'envisager un enseignement très introductif au niveau du lycée, mais je sors de là-dessus. Mais il y a un problème, alors je vous vise pas vous, mais du champ médiatique. C'est-à-dire, mais là, c'est pas Marine Le Pen qui a inventé la règle, mais vous êtes condamné. Vous avez accès aux plus gros médias. Ouais. Et Marine Le Pen a eu 2 fois accès. Je pense que la deuxième fois, elle a un moins bon souvenir que le premier avec Gilles Boulot. Oui, Gilles Boulot. Mais son boulot, c'était étonnant. Non, vraiment, j'étais surpris. Moi. C'était très étonnant, mais mi-novembre, après les réquisitions du parquet, elle avait accès aux 20h. Et ça, c'est aussi un problème, c'est de... Fabrice Arfir en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, mais c'est le coupable qui devient un peu la victime ou la criminalité ou la délinquance en col blanc, qui a accès à des caméras, etc. C'est un problème aussi pour être pédagogue parce que Marine Le Pen déroule. Et là, on voit aussi la force de frappe médiatique du Front National, c'est-à-dire ceux qui se font bouffer par le système, qui sont ostracisés, etc. Bon, je consomme beaucoup de médias pour le boulot et de manière générale un peu trop. Et on constate qu'ils n'ont pas de difficulté d'accès quand même. J'ai plusieurs questions à te poser qui m'ont été posées par la communauté et qui sont des bonnes questions juridiques, je ne sais pas. Ou alors j'ai ma petite idée, mais j'en suis pas certain. Est-ce que Marine Le Pen, inéligible, peut être nommée ministre ? Première ministre. Ça, c'est un débat. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de réponse tranchée. En fait, il y a une disposition du code pénal qui est liée à la peine d'inéligibilité, parce que la peine d'inéligibilité, ça rentre dans une catégorie plus large de la privation de droits civiques et politiques. Et donc, il y a une disposition que quand vous êtes déclaré inéligible, donc là, c'est ce qui concerne en espèces, puisque effet immédiat, vous ne pouvez pas exercer une fonction publique. Qu'est-ce que ça veut dire fonction publique ? Ça, c'est un très bon exemple de, voilà, vous avez fonction publique, numéro A, numéro B, numéro C, numéro D, vont pas interpréter fonction publique de la même façon. Est-ce que ça renvoie à la fonction publique les fonctionnaires ? Donc, elle pourrait pas être prof, mais manifestement, il ne faut mieux pas qu'elle soit prof de droit. Ou à n'importe quelle forme. Elle est éleveuse de chats. Elle est éleveuse de chats. Ou à n'importe quelle forme de publicité, donc même pas devenir éditorialiste. Voilà. Public. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'avais même pas pensé à ça. Moi, je pensais plutôt à est-ce que ça renvoie à une fonction
publique élective ou non élective. Parce que finalement, l'inéligibilité, ça interdit d'assurer une fonction publique élective. Donc est-ce qu'à contrario, on ne peut pas aller sur le non électif? Mais c'est pas tranché. Donc, mais, ok, non, mais donc, du coup, de manière générale, un décret de nomination du gouvernement, décision du Conseil d'État avec constance, est un acte insusceptible de recours parce que le Conseil d'État s'estime incompétent. Donc, même si demain il y avait nomination, aucun juge ne s'estimerait compétent pour dire c'est illégal. Donc, elle peut se dire. C'est bien ce que je pensais. Donc, voilà, donc c'est ce que je répondais parce que pour moi il y avait un débat effectivement et j'étais pas sûr. Je croyais qu'il avait été tranché, mais il n'est pas encore tranché. Donc, on verra. Deuxième question. Elle a été condamnée à 2 ans de prison ferme à effectuer sous bracelet électronique. Peut-elle, dans ces cas-là, rester députée? On peut être député avec un bracelet au pied? Précisément parce qu'il n'y a pas de démission d'office. Donc le Conseil constitutionnel, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à 2 reprises, décision Floss de 2009, je crois, et décision Guérini de 2021, eh bien, on conclut qu'il n'y a pas de démission d'office. Donc quand le parquet demande la démission d'office, ou même si demain, parce que c'est le représentant de l'État qui devrait la démissionner d'office, donc on peut imaginer un ministre, en l'espèce pour des députés, eh bien, a priori, non. Si la peine devenait définitive, ça ne l'empêcherait pas d'être... Un bracelet électronique, elle n'est pas assignée à... Oui, c'est ça. Non, mais justement, c'est ça la question que je me pose. Là, il faut demander à un pénaliste. Est-ce que l'administration pénitentiaire peut empêcher un représentant du peuple d'aller siéger à l'Assemblée nationale? C'est une vraie question, je ne sais pas. Du moment qu'elle remplit les conditions. Si les conditions sont fixées, on peut estimer qu'elle a le droit d'aller au Palais Bourbon, par exemple, avec son bracelet. Oui, voilà. Okay. Et qu'il peut y avoir une adaptation. Si elle dépasse un peu trop le Palais Bourbon, ça. Par contre, elle ne pourra plus aller sur les plateaux télé dans le 15e. C'est ravageur, parce que dans la stratégie d'appel, elle aurait, au regard du jugement, elle aurait tout intérêt à changer sa défense. C'est à admettre qu'il y a eu faute, parce que la principale critique, elle est là, pour accélérer les choses. Alors, parce que s'il y a un pourvoi, c'est 6 mois, donc ça peut aller plus vite. Justement, tu parles de l'appel. On a entendu donc des politiques qui disent qu'ils voudraient réfléchir à introduire à l'ordre du jour une nouvelle loi qui reviendrait sur cette exécution provisoire. Admettons qu'avant l'appel, la loi change. Est-ce que Marine Le Pen aura plus de chance en appel parce que le Parlement aura décidé de changer la loi? Ou est-ce qu'il y a un principe de non-rétroactivité? Alors, il y a un principe de non-rétroactivité, mais on peut l'envisager quand les lois sont les pénales sont plus douces. Mais là, encore une fois, je ne suis pas pénaliste et je n'ai pas vraiment compris si c'était applicable. J'ai tendance à dire moins sévère. Donc là, on pourrait considérer que ça l'est moins. Mais étant donné que si la loi est adoptée et qu'il y a jugement en appel, dans les temps, là, le juge devra appliquer la règle de droit de l'exécution provisoire, n'existera plus dans l'ordre juridique français. Donc, on verra. Elle n'en bénéficiera pas, elle ne le subira pas. Donc non, il y a une stratégie intéressante là-dessus. L'argument que Marine Le Pen a beaucoup répété sur le plateau du 20h et aussi les députés du Rassemblement national lors des questions au gouvernement, c'était de dire que cette décision empêche la favorite de ces élections de se présenter, et donc c'est voler l'élection de plusieurs milliers de Français, de milliards, de millions de... Voilà. Et donc, en fait, ça donne cette impression que c'est un totem d'immunité d'être favorite dans les sondages, alors que, les sondages... À cette date, on est à 2 ans de l'élection, il faut les prendre avec pincettes parce que déjà en 2022, on parlait de Éric Zemmour au second tour de l'élection, on a vu ce que ça a donné. Donc elle agite ça comme un totem d'immunité, comme si ça lui conférait une sorte de droit en fait, un peu au-dessus des autres. Vous pouvez pas me condamner, je mérite en fait de pouvoir être éligible. Est-ce que dans la réalité, c'est quelque chose qui peut avoir un potentiel de devenir une proposition de loi, quelque chose que les députés du Rassemblement national peuvent agiter Non, ça me paraît... Je pense pas au nom du principe d'égalité de traitement devant la loi. Et que la législation et en fait le cadre constitutionnel est assez clair. C'est pas parce que vous êtes élu que vous avez un traitement différent. C'est particulier d'être élu, mais que vous ayez un traitement différent. Et d'ailleurs, quand on lit le jugement du tribunal correctionnel, on constate que même s'il y a une argumentation qui est demandée par le législateur sous l'empire de la loi de 2013, à la fin des fins, c'est implicitement... la formation de jugement dit non, en réalité, vous avez beau être une élue avec un potentiel électorat, c'est une candidate putative,
important, non négligeable, vous serez traité de la même façon que M. Asselineau, M. Philippe Poutou, qui ferait des scores beaucoup moins, a priori, beaucoup moins importants. Non, il y a le principe d'égalité de traitement devant la loi, mais encore une fois, là, ça renvoie... Enfin, c'est un parti où on discute régulièrement. Est-ce que c'est un parti républicain ? À titre personnel, ça n'est pas un parti républicain, puisqu'il prône un discours politique discriminatoire, donc il va contre le principe d'égalité, principe républicain et à valeur constitutionnelle. Mais ils sont aussi pas très républicains, mais c'est pas les seuls là en l'espèce, c'est qu'ils s'estiment dans une position privilégiée. Jules, je demandais ton avis dans le fond de ce moment qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est vrai que depuis 3 jours, on entend énormément de choses, dont des choses inquiétantes. On voit aussi des gens relayer, traiter, je sais pas, les trucs sur l'état de droit de manière un petit peu légère, relayer des attaques contre les juges à longueur de journée. On pourrait se dire le climat est délétère. Moi, j'ai plutôt l'impression que cette décision de justice a contenté aussi beaucoup de gens. Et ouvre aussi une nouvelle phase, va plutôt dans le bon sens, et que justement ces politiques un petit peu hors sol vont se rendre compte que dans leur petit monde, là où c'est un affront à leur petite situation qu'on les remette en cause, en fait, dans le vrai monde des vrais gens, les gens trouvent ça plutôt normal. Est-ce que tu penses qu'on va plutôt vers ça? C'est ça aussi que tu vois? T'es optimiste là, ou au contraire tu bades parce que t'as l'impression qu'on va jamais y arriver? J'aurais tendance à être un peu comme Bayrou, c'est-à-dire centriste dans l'espèce, parce que... Troublé, voilà, exactement. Parce que j'ai été assez agréablement, à titre personnel, pas en tant que constitutionnaliste, surpris des premiers sondages qui montraient qu'il n'y avait pas il y a un bloc de 28, 29, 30%, mais qui correspond a priori à son électorat qui n'était pas satisfait, mais il y en avait quand même 30% qui s'en foutaient complètement, et il y en avait 40% qui étaient plutôt satisfaits, qui montrent quand même que personne n'est indispensable. Et tout le monde est remplaçable de fait. Surtout qu'il y a des luttes, si j'ai bien compris, à l'intérieur du parti. Mais donc il y a cet élément-là qui donne plutôt confiance. En plus, la médiatisation et la lutte dans le cadrage médiatique qui est en train de se faire, permet quand même de donner voix au chapitre à des gens qui expliquent et qui ont un discours critique envers le discours du Front National. Je reste quand même pessimiste, pas forcément parce que on entend c'est la Trumpisation. Moi, ça me fait plutôt penser à Bolsonaro, qui est un peu dans la même logique que la Trumpisation, mais les références à c'est un attentat contre la démocratie, les juges rouges, etc. Enfin, ça me rappelle quand même ce qu'on voyait au moment de la destitution de Dilma Rousseff et ensuite de l'élection de Jair Bolsonaro. Et de manière générale, mon inquiétude, elle est liée à ça. C'est que vous avez un bloc politique, donc les représentants de la droite, d'une partie de la droite et de l'extrême droite, et son électorat, qui ne supporte pas. Elle est vraiment dans une réaction épidermique, qui ne supporte pas ce qui est en train de se passer, qui n'accepte pas en réalité les règles du jeu. Et ma crainte, c'est soit la subversion, j'y crois pas vraiment, d'autant plus avec cela. Donc je suis pas vraiment fan de la Trumpisation, mais il y a aussi le risque que y a une subversion, et là, il y aura des règlements de compte le jour où ils seront au pouvoir. Safia ? Oui, en fait, ça me fait penser ce débat-là à la question. Il y a eu une instrumentalisation de la question de la démocratie. En fait, ça a été utilisé de part et d'autre. Alors, voilà, vous m'empêchez de me présenter, c'est un attentat démocratique, c'est le gouvernement des juges. D'un autre côté, des personnes qui légitimaient aussi la décision en disant « en fait, non, c'est démocratique parce qu'il y a un effet dissuasif et parce qu'en fait, on ne devrait pas avoir, entre guillemets, des représentants du peuple qui se permettent ce comportement par rapport à un détournement de fonds publics. » Et je pense qu'effectivement, il y a un débat qui peut se poser, mais j'ai une hypothèse et je voudrais avoir ton avis. C'est que si on limite le débat démocratique sur cette condamnation et l'exécution provisoire, c'est aussi un faux-nez pour, à mon sens, ne pas discuter de sanctions qui peuvent être politiques et qui concernent le régime. Tu l'as dit toi-même sur le fait que cette exécution provisoire en termes d'inéligibilité, ça résonnait beaucoup dans la Ve République, beaucoup par rapport au présidentialisme, mais à aucun moment, je vois des personnes qui maîtrisent le droit ou pas, qui viennent discuter de la révocabilité des élus, qui viennent discuter des salaires, qui viennent discuter qui viennent discuter justement
de cette position, des enveloppes, d'éventuels privilèges. On disait qu'on avait aboli des privilèges, mais être élu, c'est quand même une certaine stature, une certaine enveloppe. Et en fait, il y a très peu de discussions sur le régime et sur la sanction politique. Est-ce que tu penses que c'est un débat qu'on pourrait ouvrir ? Ce serait une mise en débat qui serait, je crois, nécessaire, mais bon, discuter la Ve République me paraît nécessaire. Et là, je ne crois pas qu'on soit parti là-dessus parce que les 4 jours... Faisons-le à backseat, les amis. Non, mais on va le faire d'ici à 2027. Les 4 jours qui ont suivi, le jugement montre quand même une logique de personnalisation, de personnification. On concentre, d'ailleurs, on a oublié tous les autres condamnés presque, peut-être pas Louis Alliot et Julien Audoul, mais voilà. Et donc, c'est quand même assez en lien avec la logique institutionnelle qui n'est pas propre à la France de personnaliser le fait électoral, et encore plus sous la Ve République avec l'élection présidentielle. Vous avez des références à De Gaulle, ça n'a aucun sens. De Gaulle qui a violé la Constitution en 1962, soit dit en passant, donc je ne sais pas si c'est le meilleur modèle de vertu sur cet aspect-là. Mais oui, vous invoquez des grands concepts, mais qui montrent un manque de maîtrise. Mais ça, c'est pas un problème. Tout le monde ne travaille pas sur ces questions-là. Mais ça montre une paresse dans la trajectoire qui serait plus souhaitable. Je te rejoins de discuter. C'est la démocratie, c'est finalement le peuple à la fin qui tranche et il doit pouvoir choisir qui il veut. C'est presque le peuple serait capable de se déplacer sur ses bureaux de vote et d'inscrire lui-même le nom. On fait abstraction du fait qu'il y a des règles pour être candidat. D'ailleurs, elle aura des difficultés plus le procès traîne pour avoir ses parrainages, qu'il faut un mandataire pour récolter des sous pour la campagne, etc. Et je ne crois pas qu'on s'y dirige parce que, honnêtement, LFI, ça fait quoi ? Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'ils essaient de mettre en débat la 6ème République. C'est quelque chose qui ne prend pas. Parce qu'il y a vraiment ces renvois, il y a aussi un cadrage médiatique, mais il y a ces renvois réguliers. Et là, toute chose égale par ailleurs, je trouve que c'est une forme d'illustration à la personnalisation du pouvoir au président. Finalement, le pays s'arrêterait de fonctionner tant qu'il n'y aurait pas soit une dissolution pour se mettre un peu, s'enjailler un petit peu, ou soit vraiment le truc de bonhomme, c'est-à-dire 2027 et l'élection présidentielle qui réglerait tout. Et on s'en dirige pas, mais c'est parce que tu te heurtes aussi à un conservatisme médiatique, un conservatisme de gens qui disent en fait mettre en question la Ve République comme tu l'as très justement dit, c'est un peu contesté la Ve République, et ça c'est pas bien parce que c'est contester l'ordre, c'est contester l'état de droit. C'est un saut dans l'inconnu, c'est un saut dans l'inconnu, c'est pas bien, on n'aime pas. Mais il y a aussi, tu vois, c'est trop. Mais il y a aussi une paresse intellectuelle, je crois, c'est que t'élis une personne directement. C'est vrai que c'est un procédé en démocratie représentative le plus légitime. Une personne qu'on a identifiée, parce que l'électorat n'est pas bête, qu'on identifie comme le principal gouvernant. Oui, puis et donc, il y a un conservatisme, mais qui cache aussi une paresse. C'est qu'on ne pourrait pas envisager autre chose, sans que ce soit très compliqué, mais on ne pourrait pas envisager autre chose. Il y a des signaux faibles au Parlement qui montrent qu'il y a des avancées, que le Parlement découvre qu'il a des prérogatives un petit peu plus. Mais c'est lent, et je ne crois pas que c'est cette crise-là, cet élément-là qui infléchira cela. Il faudrait non, mais par contre, autre chose. Ça doit nous inviter à continuer à discuter des questions institutionnelles qui ne se limitent pas seulement aux questions de pouvoir. Il faut mettre en débat les institutions. Merci à toi, en tout cas Thibaut, d'être venu sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup.